Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'exclusivité d'avoir avec moi une spécialiste dans son domaine. J'ai avec moi Alexandra Côté. Yes! Et tu te spécialises en quoi? Ben, je suis consultante en immobilier. Nice! Et pour tous les fans d'immobilier, pour tous les fans d'optimisation ou de ceux qui désirent faire de l'effet de levier, on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci Alexandra d'avoir accepté mon invitation. Rapidement, Alexandra, je te suivais justement dans Les Mordus et aussi sur LinkedIn à faire des publications vraiment intéressantes au point de vue de l'immobilier. Je trouve que ça démarquait beaucoup de personnes, des coachs, comment je pourrais dire, des courtiers immobiliers ou peu importe tous les gens qui sont dans l'immobilier. Je trouve que tu te démarquais beaucoup. Puis c'est pour ça que je voulais t'inviter pour que tu viennes dévoiler un petit peu ton expertise puis comment tu peux aider les gens à passer à un autre niveau. Mais très rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous expliquer brièvement une petite courte biographie? Oui, bien tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Puis dans le fond, si vous voulez aller me suivre sur LinkedIn aussi, j'essaie d'inspirer les gens là, en partageant des tranches de vie d'investisseurs immobiliers. Fait que c'est peut-être là-dessus que tu es tombé, oui, puis que tu as apprécié. Je pense que des fois, on a besoin de se faire dire qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Tout à fait. Fait que, une petite bio, pour commencer, j'ai fait un bac en administration des affaires à Laval. Puis après ça, j'ai travaillé dans une banque. Puis j'avais pas nécessairement aimé l'expérience, mais je suis partie avec mon sac à dos en Australie pendant 1 an et demi. Puis j'ai eu la chance, la 3e journée que je suis arrivée, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui faisait de la location Airbnb puis Booking.com pour 50 propriétés locatives assignées. Wow. Fait que ça m'a donné beaucoup d'expérience avec la location court terme. Fait que ensuite de ça, tu sais, c'est le fun, j'ai voyagé, j'ai fait un petit peu le tour de l'Asie. Puis ensuite de ça, quand je suis revenue, ben, j'avais comme le soif de construire quelque chose parce que c'est le fun de vivre au jour le jour, mais ensuite de ça, ben, j'avais le goût de bâtir quelque chose. Fait que là, quand je suis revenue, j'ai travaillé dans un endroit que j'aimais pas, dans une shop de bois, en attendant de trouver qu'est-ce que je voulais faire. Puis t'avais quel âge à l'époque? J'avais 27 ans. Fait que là, je revenais, j'avais tout vendu mes meubles, j'avais plus grand chose, j'avais retourné dans le sous-sol chez mon père, puis là, finalement, je suis comme bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais. Mm-hmm. Puis j'avais vraiment le goût de construire quelque chose. Fait que là, c'est ça, dans la shop de bois, que j'aimais pas mon emploi, puis je me disais, je vais trouver quelque chose à un moment donné. Puis dans le fond, j'ai commencé à aller dans des événements, des formations de réseautage, des formations et des réseautages. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Puis à un moment donné, ça m'a amené à faire un partenariat en investissement d'affaires avec Jocelyn Grégoire. Puis là, dans le fond, c'est comme ça que j'ai rencontré Les Mordus. Puis ensuite de ça, il y a un poste d'analyste financière qui s'est libéré chez Sedma Finance. Donc c'est comme ça que j'ai mis plein gaz là, dans l'investissement immobilier, puis à bien m'entourer des bonnes personnes. Super. Puis, OK, mais poste d'analyse financière. Pour la majorité des gens qui nous écoutent, ils connaissent pas ça. Ils vont connaître un conseiller financier, un courtier hypothécaire, un courtier immobilier, mais poste d'analyse financière, qu'est-ce qui est venu te driver pour que tu dises, tu sais quoi, c'est peut-être pour moi ça? Oui, bien dans le fond, j'aime beaucoup les chiffres. Fait que quand quelqu'un arrive avec un projet, il fait comme ouais, est-ce que ça pourrait fonctionner? J'ai besoin d'un financement de prêt privé dans ce cas-là. Puis là, on organisait les choses. Tu sais, des fois, il arrivait avec une idée, mais il repartait avec d'autres conseils. Ouais, mais t'as-tu regardé si tu étais capable de subdiviser le terrain? Est-ce que tu as regardé si, tu sais, il y a plein de façons de structurer les projets. Fait que c'était ça un peu que je faisais dans ce poste-là. Puis ça m'a donné beaucoup d'expérience. On avait un volume d'affaires de plus que 20 millions là, par mois, fait que j'analysais dans tout le Québec aussi. Wow! Fait que des flips, du multi, de la construction, j'ai passé par là, puis ensuite de ça, c'est sûr que l'investisseur il y a un gros travail à faire aussi, mais de travailler en collaboration, là, puis à donner des pistes pour développer les projets, puis après ça, quand le projet est réalisé,
c'est la paye, là. Ça, c'est ah, la paye. beau, hein? Ouais, c'est ça qui est wow. Puis, mais très rapidement, ton parcours en tant qu'investisseur immobilier, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu ne parles pas à travers ton chapeau. T'as bâti de quoi quand même assez intéressant dans un laps de temps. Je te laisse l'expliquer aux gens. Yes, ben dans le fond, mon premier achat, qui a été un duplex, dans le fond, que j'ai acheté, petite pancarte noire et orange, maison à vendre là, du propriétaire, qui s'en fait très peu, mais si vous envoyez, allez cogner tout de suite, souvent c'est des bons... c'est des bonnes opportunités. Exactement. Yes. Fait que là, ça, c'est ça. On a acheté le duplex, puis, tu sais, moi, j'avais fait le choix de pas aller habiter dedans. C'était vraiment comme un investissement, puis dans le fond, c'est ça. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de rénovations dedans, refaire l'électricité, la salle de bain, puis ça m'a donné un avant-goût de ça. Puis dans le fond, quand je suis revenue de l'Australie, on avait commencé la construction de 2 quadruplex. Fait que ça m'a permis aussi de voir un autre type d'investissement dans du neuf, ça ressemble à quoi, puis de gérer la construction là, tout au long. Wow! Puis le fait qu'il y avait des rénovations, ça avait besoin comme tu l'as dit, plomberie, électricité, tout ça, ça t'a pas fait peur en tant que, tu sais, dans la début trentaine, de te lancer dans quelque chose que tu l'avais-tu déjà fait avec, t'avais-tu déjà l'expérience en tant qu'analyste financière à analyser des projets ou c'était ton premier sans aucune expérience? Eh bien, il faut dire que je l'ai acheté, mon premier, avec mon père. Il m'a aidé, mais j'ai mis la main à la pâte aussi, tu sais, de la tapisserie. Ah ouais? J'étais allée l'enlever, puis la peinture, puis il y avait de la tapisserie dans les garde-robes. Fait que j'ai mis la main à la pâte, mais tu sais, t'apprends au fur et à mesure, tu fais des soumissions, t'en fais plus qu'une pour voir qui peut t'aider sur, mettons, l'électricité, il faut que tu fasses plus qu'une soumission. Fait que tu apprends sur le tas, là. Je pense que c'est le plus bel apprentissage. T'avais quel âge quand tu l'as acheté? J'avais 25 ans. Puis, fast forward, maintenant, t'es rendu à combien de portes? Maintenant, j'ai 30 portes. Wow! En combien de temps? En 3 ans, mettons, je peux dire en accéléré, là, 3 ans. Puis, il y a d'autres projets aussi dans le pipeline actuellement, là. Super. Puis, quand tu dis en accéléré, qu'est-ce qui t'a permis, mettons, en 3 ans, de passer de 1 à 30? Rapidement, là, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on a d'autres informations intéressantes pour les gens. Ben, je pense que le fait de bien m'entourer avec des gens, des investisseurs immobiliers avec qui que je côtoie tous les jours, puis qu'eux me partagent leurs trucs, leur façon de faire, ben, à un moment donné, tu es absorbé par ça, puis tu te dis, OK, good, go, on y va, puis on s'organise pour en acheter d'autres, puis si les chiffres font du sens, ben on y va. Nice! Super! Côté analyste financière, immobilière, right? Oui. Explique-nous, décortique-nous un petit peu c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment tu peux aider les gens avec dans ce domaine-là. Mais c'est une bonne question que tu me poses. Je me la fais poser souvent. Quand on finit un bac en ingénierie, on devient ingénieur. Quand on finit un bac en administration, on fait quoi, tu sais? On se lance en business. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, j'ai lancé dernièrement Agence 2A, qui est dans le fond... je suis consultante en immobilier, puis j'ai une partie de mon temps que je prends des mandats, puis je fais de l'analyse financière pour des gens. Fait que quelqu'un qui dit ah, j'ai un projet, je suis pas trop certain de quelle façon je pourrais le financer, est-ce que mon optimisation va vraiment se faire dans les temps voulus, est-ce que je respecte les règles de la municipalité, exemple, est-ce que je peux mettre un logement au sous-sol de plus ou un autre exemple qui me revient, c'est un client qui dit je peux-tu faire un changement, une conversion de chauffage? On entend que c'est une bonne façon d'optimiser un immeuble de faire ça, mais les logements c'est des 2,5. Fait que est-ce que ton secteur est prêt à prendre des 2,5, que le locataire paie l'électricité? Ça devient un petit bémol. Fait que tu sais, c'est des choses à valider puis à regarder. Oui, la conversion de chauffage c'est bon. Dans cette situation, dans ce scénario-là, est-ce que c'est bon? Reste à voir. C'est super intéressant. Puis à quel niveau tu peux aider les gens? Est-ce que tu peux aider la personne que c'est sa toute première acquisition ou tu aides seulement des gens qui ont genre 50 portes et plus, façon de parler? Ben, ça dépend vraiment du projet, mais tu sais, la personne, il faut qu'elle ait fait un peu, qu'elle ait elle-même proposé son développement puis son potentiel. Fait que si c'est son premier investissement, mais qu'elle a lu beaucoup de livres puis qu'elle a suivi beaucoup de formations puis qu'elle a juste besoin de se faire valider que c'est un bon projet, ben je peux faire ça, mais ça peut être également la même chose pour la personne qui a 50 portes. Des fois, ils vont être plus habitués de jouer avec les chiffres, mais peut-être qu'ils ont oublié d'évaluer une variable, fait qu'à ce moment-là, je peux entrer en ligne de compte. Là. Fait que c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, qu'est-ce que tu me dis, c'est que autre que la personne qui fait sa première acquisition, mais quelqu'un qui est rendu, admettons, qui a
3-4 portes. La personne qui est rendue, peu importe, la personne qui est prête à passer à un autre niveau, mais qui a déjà, mettons, une fondation, qui a déjà une ou quelques propriétés, mais que là, il est prêt à se lancer dans à un autre niveau, que ce soit, mettons, dans les flips, développement de projet, développement de terrain, comme tu disais, ou que ce soit qu'il y a une opportunité devant lui d'acheter un parc immobilier à X montant. Toi, c'est là que tu rentres en action et tu es capable de décortiquer, puis d'analyser, puis de donner des conseils. Exactement. Puis pour la structure aussi de son bilan, tu sais, si, mettons, une fois que je vois le bilan, je peux dire, bon, ben, peut-être faire attention ici, les cartes de crédit, ou il y a possibilité d'aller chercher d'autres marges de crédit. C'est toutes des choses qu'on peut travailler ensemble pour préparer un bon dossier pour qu'il soit ensuite de ça, qui passe plus facilement une fois que tu as trouvé ton deal. Super! Question pour toi. C'est une question que beaucoup de mes acheteurs qui achètent leur premier immeuble me posent, ou même leur deuxième, peu importe. Ils me posent souvent la question, puis là je la pose. En combien de temps, selon toi, ou quelques petites astuces, trucs et astuces, que quand quelqu'un a acheté du jour 1, il est devenu propriétaire, qui peut utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour faire une acquisition très rapidement dans le temps? Puis est-ce que ça peut, en combien de temps, selon toi, le plus court ça peut se faire? Bien, on espère toujours le faire en jour 1, le profit à l'achat. Mais ensuite de ça, ça dépend toujours du type d'investissement puis qu'est-ce qu'on souhaite faire. Là. Si on ne souhaite pas nécessairement devenir investisseur immobilier puis qu'on souhaite juste comme un fonds de pension pour nos enfants, bien, on peut être plus flexible là-dedans. Puis il y a peut-être un travail moins de prospection à faire à ce moment-là. Fait que ça dépend vraiment de vos objectifs, vous, en tant qu'investisseur. Puis je pense pas qu'il y a une réponse qui est bonne, mais on espère toujours le faire le jour 1. Non, tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est un petit peu difficile. Là, on sort un petit peu du contexte des questions qu'on avait, mais c'est un petit peu difficile compte tenu que la majorité de plus en plus, l'île de Montréal et les alentours, les propriétés se vendent plus cher. Ça se vend en surenchère. Donc, tu sais, puis on va peut-être faire un débat là-dessus, mais c'est rendu que moi, justement, les gens qui me parlent de si il faut que je négocie mon prix, faut que je le négocie à la baisse ou whatever, oublie ça, tu viens de te faire tasser de là parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui finit par offrir beaucoup plus, puis c'est lui qui finit par l'avoir. Fait que là, j'ai changé l'optique parce qu'il faut quand même que les gens passent à l'action, parce que qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que malgré la surenchère, malgré les offres multiples, si les gens essaient d'aller trop conservateurs, puis ils n'ont pas plus d'immeubles, mais ils sont toujours à la même place, puis ils n'ont pas plus avancé dans leur projet ou dans leur rêve ou désir de devenir investisseur immobilier. Fait qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils passent à l'action. Mais qu'est-ce que je leur dis, c'est de reverse psychology, de se focaliser sur le potentiel et sur l'effet de levier que l'immeuble ou la propriété qu'ils vont acheter vont leur procurer, parce que je trouve que c'est sur le long terme. Oui, ils ont peut-être payé trop cher aujourd'hui, en haut du prix demandé, etc. Mais quand ils sont capables de l'optimiser pour vraiment leur permettre de passer à une autre propriété, faire une deuxième acquisition, ben sur le long terme, quand ils se retrouvent avec 10 portes ou 30 portes comme toi, dans peu importe le laps de temps, mais c'est parce qu'ils ont acheté aujourd'hui, peu importe la surenchère. Le but, je pense qu'on s'entend pour dire qu'il faut mettre un premier pas dans l'immobilier le plus tôt possible. Ça, exactement. Ça, c'est certain. Mais puis, admettons, si on irait plus précis dans ma question, si quelqu'un, c'est vraiment, il veut se lancer comme investisseur immobilier, il achète un triplex, par exemple, qui a besoin si on va se mettre dans le contexte très standard sur l'île de Montréal et les alentours. C'est d'origine, il paye le gros prix, mais il y a potentiel. Mais il y a toujours comme une ambiguïté. Tu le veux l'immeuble pour toi ou tu veux l'immeuble pour un investissement? C'est jamais la même chose. Je regarde pas les mêmes affaires quand c'est un investissement puis quand c'est pour moi. Quand c'est pour toi, tu veux quelque chose de plus beau, tu veux quelque chose d'émotif puis tout ça. Puis quand tu veux un immeuble, faut que tu regardes quand tu veux un investissement, faut que tu regardes les chiffres. Là. Fait que 100%. Si tu veux aller habiter dedans puis que ce soit un bon investissement, c'est la perle rare, tu sais. C'est encore plus dur à trouver. Versus si tu cherches un investissement, mais tu sais, il y en a des bons à Montréal, mais est-ce que tu peux t'éloigner dans la première couronne? Est-ce que tu peux aller à Laval? On parlait de Saint-Jérôme tout à l'heure. Ben là, tu vas avoir un investissement, puis là, tu aurais un meilleur rendement sur ton argent. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu sais, fait que ça dépend de. Encore là, on revient aux objectifs de si tu veux l'habiter ou juste investir. Effectivement, effectivement. Petite question pour toi. Tu viens de mentionner quelque chose que je suggère à beaucoup de personnes, mais le temps maximum de la distance que ça devrait prendre pour un investisseur de se rendre à son investissement? Bien,
moi, j'habite à Saint-Hyacinthe, mes investissements sont à Saint-Hyacinthe parce que je fais tout. J'aime ça, organiser mes affaires puis passer dans mes immeubles. Mais quelqu'un qui veut beaucoup de ports puis qui veut pas s'en occuper puis qui paye une gestion, ben rendu là, ça dérange pas. Aussi, fait effectivement. Que ça dépend, c'est toi, tu prévois y aller combien de fois à ton immeuble. T'sais, si tu dis, puis c'est sûr que si t'as un duplex. Un duplex, triplex, là, pour comme c'est ton premier. C'est sûr que c'est plus difficile de trouver une gestion ensuite de ça. Non, c'est ça. Si, admettons, il est plus loin, mais il est sur ton chemin pour aller au bureau, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant. Non, c'est ça, je dis aux gens, moi je leur dis, idéalement de rester à maximum 30 minutes. Ouais. Parce que je trouve que au-delà de ça, si t'es pogné dans le trafic, ouais, exactement, ça devient irritant, ça devient plus une corvée, puis après ça, les gens ils se tannent puis ils veulent juste s'en débarrasser. C'est vrai. Mais encore là, mais c'est comme tu as dit, ça dépend c'est quoi. Effectivement, j'imagine ton point, ça dépend vraiment de c'est quoi tes objectifs dans le court, moyen terme, dans le long terme. Si c'est pour l'optimiser, le maximiser, pour te permettre de faire d'autres acquisitions, puis de grossir, puis après ça, tu le liquides. Effectivement, tu peux aller au-delà de 30 minutes, mais il faut que tu mettes ton plan d'action en place. Ouais. Ou qu'on fasse affaire avec toi. Ouais, c'est ça. Right? Voilà. Super. Puis, revenons sur toi, justement, parce que j'aime ton parcours en 3 ans, de 1 à 30 portes. Ça a été quoi les challenges que tu as fait face? Parce que c'est sûr, ça n'a pas été tout beau, tout rose, puis ça a été tout le temps rainbows and sunshine. Effectivement, c'est pas toujours jojo, mais je pense qu'il y a moyen de toujours trouver comme son petit moment d'adrénaline là, dans la journée. Là, quand tu signes une PA ou que là, t'as eu ton financement, ou fait que c'est toujours des petites victoires là, dans le fond qu'il faut prendre le temps de célébrer. Mais je te dirais, mes challenges, c'est aussi, admettons, quand tu fais des acquisitions, là, à un moment donné, tu as une optimisation à faire. Fait que là, tu prends ton temps puis tu fais ton optimisation, mais tu as oublié de faire de la prospection pour ton prochain deal. Fait qu'admettons, tu n'as plus rien dans le pipeline. Puis là, tu dis, ben là, je fais juste faire de la gestion, mais je veux acheter plus d'immeubles. Ben, il faut que tu bloques ton temps dans ton agenda pour dire, moi, c'était, admettons, le mercredi matin, je me bookais un 5 heures puis je faisais juste de la prospection. Puis c'était pas, je répondais à mes courriels, c'était vraiment booké, je ne fais rien d'autre que de la prospection. Pour toi, là, pour tes immeubles? Pour moi, pour mes immeubles, parce que sinon je voyais plus la fin, puis je faisais juste la gestion, puis la prospection était mise de côté. T'avais-tu un courtier immobilier? J'imagine que oui. Ça dépend lesquels, mais je pourrais dire, je fais beaucoup de prospection hors marché, mais oui, je fais affaire avec un courtier immobilier. Quand je vois quelque chose qui est listé, c'est sûr que je fais affaire avec mon courtier immobilier. Non, c'est ça. OK. Mais sinon, aussi, tu dépends pas juste de ça. Fait tu as ton courtier immobilier pour qu'est-ce qui est sur le marché. Ouais. Tu fais de la prospection pour te trouver des deals hors marché. Puis, as-tu d'autres choses que tu utilises pour aller te chercher de propriété, ou est-ce que tu fais mettons, de la publicité? Est-ce que tu vas cogner aux portes? Est-ce que tu laisses des flyers? Souvent, on voit des pancartes, j'achète des maisons cash. Est-ce que c'est des stratégies que tu utilises? Ouais, un peu de tout ça, là, sauf j'achète des maisons cash. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais merci, je vais peut-être le faire dorénavant. Mais non, c'est un mélange de tout ça. Les logements à louer sur Kijiji, trouver c'est qui le propriétaire d'un immeuble qui m'intéresse au rôle foncier. Attends, tu viens de dire quelque chose. Logement à louer sur Kijiji. Ouais. Le logement qui est à louer, la personne met une annonce pour louer. Mais toi, c'est quoi? Tu utilises l'annonce pour appeler le propriétaire pour lui demander s'il veut vendre? Est-ce que c'est vous le propriétaire? Êtes-vous tanné de louer? Vous êtes pas tanné avec ça? Là? On a plein de demandes là, actuellement là, avec les logements. Là. Moi, j'aime ça. Je vais vous l'acheter, moi. T'es proactive, j'aime ça. Puis j'imagine aussi le fait que t'es quand même dans l'entourage des mordus d'immobilier, le PR. Est-ce que tu trouves d'aller dans des places puis de côtoyer des gens dans le monde de l'immobilier, ça peut être une niche aussi de trouver des opportunités? Ça c'est sûr, j'en reçois beaucoup, tu sais, des bucket listings que je vais recevoir parce qu'ils savent, mettons, j'ai investi principalement à Saint-Hyacinthe, il y a quelque chose qui sort, là, Saint-Hyacinthe, je me fais taguer 4-5 fois. Pour vrai? Les gens sont comme, bon, ça c'est le secteur d'Alexandra, ou tu sais, juste parce que c'est le secteur où je suis née à Saint-Hyacinthe, fait que là, les gens, tu sais, ça se parle, puis tout ça, fait qu'à un moment donné, des fois, on a des listings hors marché de gens qui savent qu'on achète dans ce secteur-là. Super, super. 3 astuces pour quelqu'un qui désire se lancer, selon toi. 3 astuces pour quelqu'un qui veut se lancer. Fait que je pense que la première chose, ce serait de passer à l'action. Right. S'il vous plaît. Ensuite, je me souviens plus de qu'est-ce que j'avais dit. Après moi, j'en ai trouvé d'autres. De passer à l'action, d'arrêter de... Ben, ça revient au même, d'arrêter de procrastiner. Ou bien... Je pense que tu avais parlé d'analyse.
Ouais, je pense que c'est l'autre d'après, ça. Ok, oui, ça se peut. Oui, c'est vrai. Mais fait que tu dis passer à l'action, arrêter de procrastiner. Ça revient au premier, mais. Puis sinon au troisième. Je vais revenir à ça après, je suis sûre que ça va revenir dans la tête. Sinon, 3 erreurs que tu vois que les investisseurs ils font. Ne pas vouloir faire d'erreurs. Ça, c'est tellement vrai, j'en vois tellement là. Je vais vraiment me former pour être sûr de ne pas faire des erreurs. Mais c'est sûr que tu vas faire des erreurs. Puis c'est pas des erreurs qu'on devrait dire, c'est d'apprentissage, là, parce que, tu sais, il va y avoir quelque chose en transaction que, avec le financement, ça l'a accroché, ou dans l'inspection que t'as pas vu, puis que finalement tu te dis, j'aurais dû lire le rapport de 162 pages que finalement j'ai pas lu, puis il était indiqué, tu sais. On le fait tout, puis on passe tout par là. Fait que, je veux dire, c'est un apprentissage. Est-ce que c'est une erreur qui dit ça m'a coûté tant d'argent? Peut-être que le fait de ne pas avoir lu ton rapport d'inspection va t'avoir coûté de l'argent. Mais tu vas t'en rappeler la prochaine fois. Effectivement. Mais attends, avant de passer aux 2 autres erreurs, tu viens me faire passer quelque chose. Parce que tu as travaillé dans le passé pour Sedma Finance, une compagnie de prêteurs privés. T'as côtoyé Jocelyn Grégoire, qui donne des formations, etc. Mais malgré les gens qui suivent des formations, est-ce que le fait d'avoir suivi des formations va les éviter de faire des erreurs, ou c'est sûr qu'ils peuvent pas tout prévoir et que ça fait partie de la game de... Ben, dans le fond, c'est de l'apprentissage, comme tu viens de dire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça fait partie de la game. Peut-être que tu peux limiter tes erreurs, puis en fait, oui, mais autant en faisant des formations que autant en discutant avec d'autres investisseurs, c'est quoi qu'ils ont fait leur parcours, puis justement de dire, tu sais, comme la petite capsule qu'on écoute aujourd'hui, ben si vous avez retiré votre pépite d'or, vous ferez peut-être, hey, c'est vrai, le rapport d'inspection, je l'avais pas lu la dernière fois, je vais peut-être le lire. Fait que tu sais, tu viens de te sauver une erreur. Fait que 2 autres erreurs. 2 autres erreurs, ben rester paralysé dans l'analyse. Fait que je viens contrer ce problème-là avec Agence 2A, dans le fond. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester devant leur ordinateur à analyser, centriste, puis à jamais passer à l'action. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça. Puis ça devient à la 3e erreur, c'est de pas faire de promesses d'achat dans un immeuble que vous dites « Ah, il acceptera pas à ce prix-là ». C'est tellement vrai. Ouais. Malgré la surenchère, malgré peu importe l'opportunité, c'est vrai, des fois les gens sont comme oh non, je ne ferai pas d'offre, puis dans le fond, tu sais jamais qu'est-ce qui pourrait découler de ça. Exact. Mais dans le fond, vous répondez à la place du vendeur, puis vous n'y avez même pas laissé la chance de vous répondre. Tu sais, c'est comme. C'est tellement vrai. Faut prendre la chance, faut se donner cette chance-là. Exact. Est-ce que ça t'est revenu, les 2 autres Non. Pour quelqu'un qui veut se lancer. Oui, pour quelqu'un qui veut se lancer, une astuce, là, un conseil. Peu importe. Mais je pense que ça prend de la discipline, premièrement. Faut quand même booker son temps parce que rapidement on dit ah, j'ai pas eu le temps cette semaine. Ben, tu sais, une fois que tu vas avoir des immeubles, là, c'est pas là que tu vas avoir plus de temps, tu sais. Fait que si t'as pas 5 heures à consacrer par semaine à l'immobilier, ben, ça va te rattraper à un moment donné. Fait que tu sais, prends ton temps, puis c'est ton me time qu'on appelle. Réserve-toi cette plage horaire-là, puis travaille sur ce qui t'intéresse, puis trouve toujours réponse à tes questions. Là. Reste pas dans un point d'interrogation que tu te dis ah ben je sais pas, prends le téléphone puis appelle Christopher, il va t'aider, appelle Alexandra. Ouais, c'est ça, appelle quelqu'un qui t'as un problème de fondation, ben c'est qui qu'on appelle? Ben un gars qui répare des fondations, puis il va te donner de l'information au téléphone. Fait que je pense que ça fait que ah ben là t'as l'information qui répond à ta question, qui te faisait un bémol puis que tu veux pas avancer, ben là tu peux avancer après ça. Tout à fait, 100%. Fait que c'est ça. Selon toi, est-ce que le marché de l'immobilier, selon toi, non, est-ce que le marché va pas crasher? Ben, selon moi ou non, mais selon toi, le marché de l'immobilier d'ici 5 ans à 10 ans, on en parlait tantôt, mais j'ai aimé ton point de vue. De quoi ça va avoir l'air? Est-ce que ça va s'écraser? Est-ce que, selon toi? Mais je vais garder cette vidéo-là pour pouvoir la regarder dans les années suivantes. À vous, hein? Mais dans le fond, qu'est-ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup de retard là, à Montréal comparativement aux autres provinces. Là, si on compare, mettons, aux autres grandes villes, Toronto, Vancouver. Puis si on compare également mondialement, tu sais, Montréal, c'est dans les capitales les plus abordables au monde. Là. Fait que je pense qu'on a un certain retard à rattraper là-dedans. Puis c'est l'offre et la demande. On a beaucoup d'immigrants. Puis présentement, il y a la crise du logement. Puis c'est la surenchère dans l'immobilier. Fait que je pense pas que du jour au lendemain, les gens vont dire on n'a plus besoin de maison. Il y a un manque certain là, de propriété actuellement. Là.
Fait que selon toi, d'ici 5 ans, 10 ans, est-ce que ça va augmenter? Qu'est-ce que tu penses qu'il va... Ben, je pense que ça va toujours augmenter, mais si avoir un rattrapage à un moment donné, c'est que ça va se stabiliser. Il n'y aura pas nécessairement une chute de 5 ou 10%. Là. Je ne suis pas une boule de cristal non plus. Là, puis, mais c'est ce que j'ai l'impression qui pourrait arriver. Puis que je vais réécouter la vidéo. Ouais, on va les réécouter tous les deux. Ouais. Parfait. Puis pour terminer, tes futurs projets personnels à toi, là. Oui, ben dans le fond, j'en ai une couple dans le pipeline, vu que je me consacre à ça actuellement, là, je prends beaucoup de mon temps pour faire ça, fait que je vais construire un 12 logements en octobre, fait que je me suis impliquée de A à Z dans toutes les étapes là, du développement, des plans d'architecte, de l'urbanisme, puis tout ça, puis des choix de matériaux, fait que j'ai vraiment hâte de mettre la pelle puis de commencer à organiser tout ça. Là. Je trouve que c'est un beau projet. On dirait que ça rassemble toutes mes connaissances. Puis j'ai bien hâte de faire ça. Est-ce que tu vas porter plusieurs chapeaux, j'imagine? Est-ce que ça va être toi la gestionnaire du projet? Puis, ben, en fait, on a une gestionnaire d'immeuble qui va certainement m'aider au niveau des locations. Puis au point de vue de la construction? Non, j'ai un entrepreneur général. Là, okay. Ça. Ouais, je prends pas ce chapeau-là, mais je vais quand même venir faire des tours au chantier pour voir si ça se déroule bien. Puis tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'avec la surenchère, beaucoup de personnes commencent à vouloir se lancer vers l'autoconstruction parce que justement sont tannés de perdre en surenchère, que justement sont pas capables de trouver une future propriété, leur future propriété de rêve, ou sinon les courtiers, on va leur demander, une des stratégies, c'est de baisser tes goûts, tes critères, ou de faire des compromis sur certaines choses pour pouvoir avoir une marge pour la surenchère. Mais à cause de ça, les gens s'en vont regardent de plus en plus l'autoconstruction. Est-ce que tu es capable d'aider les gens, ou ça fait partie de tes forfaits, de pouvoir, quelqu'un qui veut se faire une autoconstruction, de les aider dans toutes les élaborations, etc., les étapes? Ben oui, certainement que je peux jeter un coup d'œil là-dessus puis l'aider. Puis ensuite de ça va être aussi à la personne de se faire des bons contacts là, pour les fournisseurs. C'est qui va faire l'électricité, c'est qui va faire les revêtements puis tout ça. Mais rapidement, on peut regarder ça ensemble. Ça serait quoi les types de financement aussi? Est-ce que tu le fais juste dans le résidentiel ou dans les projets multilogements? Je le fais dans le multi aussi. OK. Ouais. Super. Puis, une petite dernière question pour toi. Le conseil que tu donnerais à la version plus jeune d'Alexandra, ce serait quoi? Ben, j'en avais sorti une erreur là, que je m'étais dit que ça serait bon de la partager. Là. Je me souviens, je fais beaucoup de prospection hors marché. Puis là, dans le fond, j'avais fait un offre verbale à la vendeuse. Puis finalement, avant de faire compléter la divulgation du vendeur, puis après ça, elle m'a dit « Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, il faut faire pieuter l'immeuble aussi, tu sais, fait que ça coûte autour de 25 000. » Elle t'a dit ça? Ouais. Wow! Fait que là, j'ai comme fait « Oh, ok, genre, prochaine fois, dans mes étapes de processus de genre faire un offre, ben, il va y avoir, je vais glisser la divulgation du vendeur, mais si j'avais été accompagnée d'un courtier immobilier aussi, j'aurais pas eu cette étape-là. Super. Ouais. Ben merci, tu m'as corrigé parce que c'est vrai, on a sauté ton plus grand apprentissage. Mais là, pour ma question à moi, le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi, là, mettons, est-ce que tu dirais... qu'est-ce que tu dirais avec toutes tes connaissances, ton bagage en immobilier sur le terrain, dans le terrain et sur le terrain? Qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune? Est-ce que tu dirais de le lancer? Est-ce que tu dirais prends ton temps? Est-ce que... je me dirais la même chose que je me suis dit, c'est go, passe à l'action, puis sois un éponge, là, absorbe toutes les connaissances de tout ce que tu peux. Tu sais, moi en auto, c'est des podcasts immobiliers, puis après ça, tes amis, c'est du monde de l'immobilier, puis le vendredi soir, c'est un 5 à 7 de l'immobilier. Fait que ça a fait en sorte que j'ai tellement absorbé toute l'information qu'il y avait que ça fait que là, j'ai un super de beau réseau, je suis ici aujourd'hui, j'ai une belle invitation, il y a plein d'opportunités, après ça il y a des gens qui m'appellent pour des deals, fait que tout ça mis ensemble fait en sorte que maintenant je suis vraiment contente, puis tu sais, je vis de l'immobilier pleinement. Là, fait que... Super. Puis dernière petite chose, pour les gens qui me contactent pour faire une transaction, pour faire leur première acquisition, mais qui veulent aussi se lancer, qui veulent l'investissement immobilier, qui veulent grossir un parc immobilier. Est-ce qu'une fois qu'ils ont fait leur acquisition avec moi, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je peux les mettre en lien avec toi pour que toi, tu puisses les aider à passer à 10 niveaux plus loin? Bien sûr, ça va me faire plaisir de mettre ça dans le descriptif du vidéo YouTube. Super!
Et merci beaucoup pour être venu, Alexandra. Merci à toi pour l'invitation. All right. Alors, merci tout le monde. C'était Christopher Salador et Alexandra le nom de ta compagnie encore? Agence 2A. Agence 2A? Ouais. Super. Alors, Christopher Salador et Alexandra de Agence 2A. Je vais te laisser le dire. Christopher Salador et Alexandra Côté de Agence 2A. Yes, pour répondre à toutes vos questions, mais surtout pour vous donner la bonne information. Merci tout le monde. Right. Merci beaucoup. Hein. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.